Dispositif Pinel, Censi-Bouvard, location meublée, action gratuite, crédit d'impôt pour la rénovation énergétique. Pas mal d'avantages fiscaux ont été modifiés par la loi de finances 2018. Donc on va revenir sur ces nouveaux changements de fiscalité dont on n'a peut-être pas assez parlé à notre sens. Jérôme Barré, bonjour. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. En vrac quand même, pas mal de changements dont on voulait parler. Les intérêts de retard, pardon, ça n'arrive pas tous les jours, mais les intérêts de retard, ils ont été réduits. Alors ils sont réduits, on les a diminués de moitié, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'intérêt moratoire, qui était ce que l'administration nous versait quand on avait payé l'impôt par avance, qu'on le contestait et que l'administration devait nous remettre, il a aussi diminué. Donc en fait, à l'essence du texte, c'est pas parce qu'on a voulu diminuer l'intérêt de retard pour les contribuables, c'est surtout qu'on a voulu diminuer la somme qu'on reverserait aux contribuables le cas échéant. Bon, dans tous les cas, compte tenu du taux de l'argent, c'est une mesure qu'il fallait appliquer. Avoir un intérêt de retard à 4,80, c'était beaucoup d'argent. Ça ne mange pas de pain et ça correspond à la logique du marché. L'investissement pour réduire ses impôts dans les PME, il y a des modifications aussi. Alors, ce qu'on avait dit dans un premier temps, ce qu'avait sous-entendu le gouvernement, c'est qu'il voulait simplifier un certain nombre de mesures qui sont compliquées. Et donc, on s'était dit que ce que l'on a appelé d'une façon péjorative les niches fiscales, on les verrait disparaître petit à petit. Et puis finalement, ces mesures, quand elles sont réalisées, elles sont réalisées dans un but incitatif. Notamment, on va le regarder dans deux ou trois petites mesures. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que le gouvernement a écouté ce que lui disaient d'une certaine façon les consommateurs et que supprimer du jour au lendemain un certain nombre d'avantages fiscaux, non pas qu'ils sont très catégoriels et non pas qu'ils sont très importants, mais parce qu'ils sont incitatifs, le gouvernement a fait probablement preuve de pragmatisme. Est-ce qu'il aura toujours ce même pragmatisme? Est-ce qu'il aura en vue de simplifier la fiscalité? On peut penser que oui, mais on a des mesures de temporisation, si je peux dire. Et donc concrètement, ce qui veut dire que c'est que le Censi-Bouvard, qui était un mécanisme... Je pensais au Madelin en fait. Alors, le Madelin, on a renforcé la réduction temporaire. Le Madelin, c'est un mécanisme qui me permet de pouvoir augmenter finalement des droits à retraite avec une possibilité de déductibilité de mon revenu. Ce mécanisme, il est intéressant parce que on se rapproche, on n'est plus sur de la retraite par répartition, mais par capitalisation. Et donc, et ça je pense que le gouvernement l'aurait en tête, mais je lis dans une boule de cristal, j'en sais pas plus que ça, mais il aura vocation probablement à vouloir pousser un peu plus justement à une option volontaire du choix de la retraite et à une mise en épargne de la retraite. Donc en repoussant le Madelin, en renforçant le Madelin temporairement et avec des conditions d'application qui vont être plus allégées, on va dans le bon sens pour justement favoriser la retraite et notamment chez les indépendants qui ne sont pas toujours raisonnables, qui ne prévoient pas toujours des retraites magnifiques. Et donc c'est les engager à faire ça. Ça c'est un sujet qui est intéressant. Alors temporairement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'instant, on le regarde et on va voir ce que ça va donner dans les faits. C'est ça, je crois, le choix. Et que le choix d'une retraite par répartition, et c'est aussi un des sujets de réflexion du gouvernement, répartition ou capitalisation, va rentrer dans la donne. C'est donc intéressant de voir que ça n'est pas... Les décisions qui ont été prises, de mon point de vue, je dirais de petit fiscaliste, c'est de voir que les décisions qui sont prises sont assez concrètes, sont assez pragmatiques, et elles n'ont pas vocation à dire d'une façon, idéologique ou quelle qu'elle soit, on supprime tout parce qu'il faut tout supprimer. Pas du tout. Il y a bien une chose qui regarde les uns après les autres. Regardez pour la location meublée également. Juste avant ça, quand on investit dans une PME aujourd'hui, on pouvait jusqu'à présent réduire son ISF, maintenant c'est plus possible. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on investit dans une PME? Eh bien, on peut le faire au titre de l'impôt sur le revenu. Ça n'a pas été supprimé, ça c'est toujours possible. Ça n'a pas été renforcé? Alors, on avait prévu de le renforcer, mais on ne l'a pas renforcé en fait. Donc on reste à 18%. On reste à 18%. Ce qui avait été renforcé, c'est les locations des locations meublées, pour qu'on puisse avoir un plafond de recettes qui nous permettait d'avoir des locations meublées avec des frais qui étaient pris en compte sans avoir à justifier de ces frais, mais dans une certaine proportion. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le coup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle et on voit que finalement, l'avenir de la location est peut-être plus de l'avenir de la location meublée que de la location nue. Ça change la donne, puisque quand vous êtes en location meublée, vous n'êtes plus tout à fait dans une activité civile. C'est-à-dire que si vous avez une société civile et que vous optez pour la location meublée, votre société civile va passer à l'impôt sur les sociétés. Ça engage, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Vous allez avoir un amortissement de
votre patrimoine immobilier, donc vous allez avoir des charges qui vont s'imputer plus rapidement. Mais la conséquence aussi, c'est que ce patrimoine, vous savez qu'au-delà de 22 ans, vous n'avez plus de plus-value, au-delà de 30 ans, vous n'avez plus de CSG, CRDS, mais là c'est fini, vous n'avez plus droit à ce mécanisme-là. Oui. Mais néanmoins, vous engrangez plus vite. L'amortissement fait que en fait, vous anticipez plus vite une charge, de façon à ce que vous soyez taxé moins vite, et donc ça veut dire qu'on vous entraîne également à faire éventuellement des acquisitions supérieures à celles que vous aviez prévues, puisque fiscalement, vous y avez cet avantage. Les actions gratuites, quoi de neuf, docteur? Alors, les actions gratuites, c'est... En fait, là aussi, il y avait une loi qui avait été mise en place par monsieur, comment s'appelle-t-il, par monsieur Macron, par monsieur Macron, sous l'empire de monsieur Sapin, qui redonnait un peu de lustre aux actions gratuites. Et la difficulté, c'est que très peu de temps après, on avait trouvé que ce système était trop avantageux, et on l'avait à nouveau réduit l'avantage. Donc là, on revient sur quelque chose qui est normal. On permet finalement d'avoir un régime d'acquisition qui est modifié. On reste sur quelque chose qui est plus accessible. On se rapproche là encore, pardon de parler de gros mots, mais sur les actions gratuites, on avait les BSPCE, qui sont les actions gratuites des sociétés non cotées. Eh bien, finalement, on veut considérer qu'on a une possibilité de rémunérer et d'inciter les souscripteurs ou les bénéficiaires de ces actions gratuites pour faire un profit dans le temps, avec un régime d'imposition qui va être intéressant, puisque pour partie, ce régime sera taxé à 30%, puisqu'on aura droit... Donc c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Oui, là encore, on est sur un système... Tout ce que l'on va évoquer aujourd'hui reste dans quelque chose de très positif et plus intéressant. Bon, il reste aussi derrière. Alors, il y avait le Censi-Bouvard, cité, tout ça. En fait, l'intérêt, c'est qu'on pensait que ces régimes n'allaient pas être prorogés. On peut dire d'ailleurs, au titre de prorogation de régime, même si on n'avait pas prévu d'en parler aujourd'hui, que vous savez qu'on avait un régime pour départ à la retraite. Ouais. En matière de plus-value, et ce régime devait s'arrêter à la fin de l'année. Ce régime va pouvoir continuer, dans des conditions un tout petit peu moins favorables, parce qu'on n'aura pas l'abattement renforcé de 85%, mais il va à son tour être prorogé. Censi-Bouvard prorogé d'1 an. Cité provoqué d'un an, pardon, je vais y arriver, prorogé crédit d'impôt pour la rénovation énergétique. Voilà. Et Pinel prorogé d'un an. Pour ce qui était de la rénovation énergétique, c'était de la même manière. Les choses avaient été en balance et on avait dit que ça serait supprimé. Et finalement, c'est prorogé d'1 an. C'est plutôt favorable parce que ça ne bouleverse pas les équilibres. On est dans un système cette année où il faut prendre garde à ce qui allait se dérouler au sein des investissements. On est dans l'année blanche, dite l'année blanche. Ouais. L'année blanche, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle peut laisser penser qu'on ne paiera pas d'impôts. Comme on ne paie pas d'impôts, on se dit qu'on n'a pas envie d'engager des charges. Et si on n'engage pas des charges, c'est catastrophique. En matière d'immobilier, en matière Madelin, si on se dit mais j'ai pas d'intérêt à déduire, je n'engage pas mes charges. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Pour les charges en matière immobilière, on permet d'en déduire 50% cette année et 50% l'année prochaine. C'est pas perdu. Ça n'est pas perdu, mais il y avait ce frein. En envoyant ces signes, je pense que le gouvernement, ça c'est aussi une position personnelle, mais je pense que le gouvernement veut clairement indiquer qu'il est attentif et qu'il autorise ce genre de choses. Et pour une partie de ces crédits d'impôt, ils seront remboursables. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aura, bien qu'on ait cette année blanche, qui n'est pas tout à fait blanche, peut-être qu'on en reparlera un autre jour, eh bien on a une possibilité d'avoir des avantages fiscaux certains. On a parlé de tout, évidemment, sauf de la flat tax. Il y avait les grandes nouveautés, la flat tax, l'IFI. Là, volontairement, on allait sur toutes ces mesures fiscales, tous ces changements dont on a un petit peu moins parlé. Mais quand même, au niveau de l'IFI, il y a une petite modification quand on parle de démembrement immobilier, c'est ça? Au niveau de l'IFI, il y a une complexité qui était donnée par la première loi de finances, enfin la loi de finances qui a été votée, qui nous dit que lorsque l'on a un usufruit légal, c'est-à-dire que, hormis le cas où j'ai fait une donation, où j'ai prévu un démembrement, usufruit d'une propriété, hormis le cas où j'ai prévu dans un testament, usufruit d'une propriété, hormis le cas où il y a une donation entre époux qui permet un usufruit et de la nue propriété. C'est usufruit légal, ça? Ça, c'est l'usufruit conventionnel. Conventionnel, pardon. Le légal, c'est celui pour lequel je n'ai rien fait. D'accord. Malheureusement, je meurs, je n'ai rien fait, on arrive dans la succession et on prévoit, il y a une petite option qui est possible, soit l'usufruit sur la totalité des biens, soit sur un quart, etc. Ouais. Eh bien, il était prévu par le texte que l'usufruitier aurait sa part au titre de l'IFI, et donc portant sur des biens immobiliers, et le nu propriétaire aurait sa part au titre de la nue propriété. Et qui paye l'IFI? L'usufruitier. Et donc, c'est l'usufruitier pour sa part et le nu propriétaire pour sa quote-part. Et ça, c'est nouveau. Alors, ça, c'est nouveau. Mais ce qui a été nouveau, c'est qu'on s'est dit que ce sujet n'interviendrait qu'à partir des acquisitions ou de la loi nouvelle. Or, une question prioritaire de constitutionnalité était posée au Conseil constitutionnel, duquel on aurait pu déduire que si je suis nu propriétaire et que je n'ai pas la ressource pour payer l'impôt, c'est pas terrible et c'est peut-être pas légal. Non, le Conseil constitutionnel n'a pas dit ça, il a dit c'est légal, non seulement c'est légal, mais en plus que la loi elle va s'appliquer pour les successions passées.
C'est-à-dire qu'en fait, on a un caractère rétroactif de la loi et que dès à présent, on a probablement des nus propriétaires qui, sans le savoir, devront payer l'ISF. L'IFI. Oui, les nouvelles l'IFI, sans en avoir peut-être les moyens. Voilà, sans en avoir les moyens. C'est ça la difficulté. Alors, on pourra éventuellement plaider le fait qu'on a la possibilité toujours de caper, enfin de plafonner son IFI, mais pour celui qui ne le peut pas, il va se retrouver dans une situation où il va décaisser des fonds sur du capital ou sur des revenus par ailleurs pour payer sur un capital dont il n'a même pas la jouissance. Je ne suis pas sûr qu'on ait entendu ça ailleurs que sur Boursorama, parce que c'est très fin comme analyse. Hein. Ça commence à être compliqué, oui. Oui, après, c'est quand on rentre dedans que c'est compliqué. Merci à vous, merci pour ces explications. Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Merci.